messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce débat fer croisé qui aborde ce matin les 3 blocs électoraux pour la mouvance présidentielle. Alors, quelle pertinence et pour quelle victoire? C'est l'interrogation principale qu'on se propose de décortiquer, enfin, à laquelle on propose de soumettre, je dirais, Zéphirin Aouga, activiste sur les réseaux sociaux, et Souleymane Koto Yerima, vous le savez, acteur de la société civile. Bonjour, monsieur Aouga. Bonjour, monsieur le journaliste, merci pour l'invitation. Et en face de vous, je disais, monsieur Souleymane Koto Yerima, bonjour à vous. Bonjour, merci bien à vous pour l'invitation. Et merci à vous aussi pour la disponibilité, pour la promptitude. Alors, je le disais à l'entame de Matin d'Éden, eh bien, nous voici, je dirais, à l'avant-veille des législatives de 2019. Les différentes chapelles politiques, eh bien, commencent déjà à s'armer, à définir, je dirais, les stratégies pour pouvoir se faire le maximum d'élus à l'hémicycle au Parlement. Et pour ce faire, bien évidemment, la mouvance présidentielle se propose d'affronter cette, je dirais, ces élections législatives avec 3 blocs. Les 3 blocs se déclinent, bien évidemment, sont confiés à 3 ténors politiques béninois, en la personne de Bruno Amoussou, Adrien Oumbedi et Abdoulaye Biotiane, l'actuel ministre du Plan de Développement, bien évidemment. Alors, pour quelle pertinence? Pourquoi maintenant? Et pour quelle pertinence et pour quelle victoire? Et dans les coulisses, nous apprenons aussi qu'il aura bientôt un quatrième bloc constitué de jeunes oubliés, de jeunes laissés pour compte, qui se réclament acteurs de premières heures de la rupture. Seront-ils admis? Le 4e bloc sera-t-il accepté? Ce sont là, entre autres, interrogations que nous aurons à scruter au cours de ce débat fer croisé que nous ouvrons par Souleymane Koto Yerima. Vous avez suivi cette actualité de la constitution des 3 blocs. Partons déjà des 3 d'abord. On va revenir en toute fin sur le probable 4e qui est en constitution autour de cette coalition Bénin en route. Alors, les 3 blocs pour vous, comment l'appréciez-vous? Comment appréciez-vous ces 3 blocs? D'accord, merci beaucoup. C'est déjà heureux que nous puissions maintenant avoir l'information officielle, même si c'est sorti officieusement, sur la constitution des 3 blocs, parce que ça fait quand même de longs mois de discussion au sein de la mouvance présidentielle qui est en train finalement d'être dévoilée progressivement pour nous permettre de savoir dans quelle dynamique on est en train de se mettre pour les prochaines échéances électorales. Alors, quand on regarde la constitution de ces 3 blocs, nous remarquons que le président de la République... Est-ce qu'il faut rappeler ces 3 blocs? Alors, il y a un premier bloc qui est constitué sous la houlette de l'Union fait la Nation, de la RB, Zizidouhoué, bien entendu, du FDU, de l'AND, de l'Alternative Citoyenne, de CSPP, de Mme Hondonongo, de l'UB, je crois, de Huibo, de l'UPR, de Issa Salifou, de Force Espoir, je crois, de Antoine Dayori et un certain nombre de partis. Donc, quand on regarde... À chaque bloc, un mentor. Un mentor, donc l'Union fait la Nation conduite par Bruno Amoussou. Quand on regarde ce bloc-là, il y a déjà à voir que le bloc essaye d'une manière ou d'une autre de faire un regroupement au niveau national. Mais quand on regarde le maillage de cette tentative de regroupement, il y a des éléments à analyser pour voir est-ce que l'objectif qu'on est en train de vouloir atteindre, notamment celui de création de grands blocs politiques à l'échelle nationale, peut être atteint avec ce bloc. Il y a des failles qu'il faut énumérer, qu'il faut relever au niveau de ce bloc déjà parce que... On va revenir aux insuffisances tout à l'heure. Au niveau du bloc 2, c'est là où il y a le plus de problèmes actuellement à mon niveau parce qu'il n'y a pas d'informations précises sur la constitution de ce bloc. On a 2-3 partis politiques qu'on peut identifier au sein de ce bloc, mais le détail qui doit être celui qui va comme ça a été au niveau du bloc 1 et du bloc 3. De quel bloc voulez-vous parler? Vous voulez parler du bloc Biotiane ou le bloc PRD? Le bloc conduit par le PRD, le bloc 2. À ce niveau-là, on sait que c'est constitué du PRD et du RND de Jean-Michel Abimbola. Mais les autres,
qui sont autour de ce bloc, dont notamment éventuellement des informations que moi j'ai, l'UDBN et un certain nombre de partis, on n'en sait pas grand-chose pour pouvoir opiner sur l'ancrage territorial de ce bloc également, afin que nous puissions être sûrs que nous aurons à terme un parti politique également au sein de ce bloc-là qui aura de représentation au niveau de l'ensemble du territoire. Parce que l'objectif de création de tout bloc actuellement, dans le contexte de révision du système partisan tel qu'ils l'ont souhaité actuellement, devrait s'inscrire dans la logique de suppression de tous les clubs électoraux pour la création de véritables partis qui ont de représentation au niveau national. Nous sommes au second bloc là. Nous sommes au second bloc. Au deuxième bloc. Lorsqu'on prend le troisième bloc, on remarque, conduit bien entendu par le ministre Abdoulaye Biotchane à travers son alliance ABT, nous remarquons... On parle là de la dynamique unitaire. De la dynamique unitaire. Nous remarquons au niveau de cette dynamique unitaire une forte concentration des partis dont les fiefs sont plus au nord, accompagnés par quelques partis, quelques micro-partis de quelques départements ou de quelques communes qui se retrouvent au sein de ce bloc. Mais les discussions en cours peuvent faire de ce bloc un bloc national, parce que lorsqu'on regarde dans cette dynamique unitaire, notamment en prenant en compte le courrier de l'UDS de Sakalafia, on se rend compte qu'il y a encore un certain nombre de partis qu'on est en train de démarcher. Lequel courrier a suscité aussi d'autres polémiques. Oui, on va y c'est normal. revenir. C'est normal parce que ça ne devait pas fuiter comme ça, mais c'est sur la place publique et nous devons aujourd'hui l'utiliser comme premier élément que nous avons sur la constitution des blocs pour pouvoir discuter. Donc voilà un peu déjà un aperçu de ces blocs et des germes qu'il y a à l'intérieur. Pour le reste, pour la pertinence, on pourra discuter autour de la pertinence pour voir est-ce que objectivement, au sein de la majorité présidentielle, on avait besoin d'avoir jusqu'à 3 blocs. Est-ce qu'on n'a pas la capacité de transcender les considérations personnelles pour aller à la création d'un parti politique qui aura une représentation nationale pour pouvoir faire le compte? On va y revenir. On peut comprendre que c'est mais n'oublions pas aussi qu'il y a la volonté de maillage. Il y a les stratégies politiques qu'on va discuter certainement à la suite du débat. Oui, on va y revenir. Zéphirien Aouga. Oui, je dis merci. On s'en tient d'abord aux 3 blocs, je l'ai dit. Enfin, aux 3 blocs officiels. Moi, je prends tous les blocs en général, je raisonne en général. D'abord, le fait que les gens soient obligés de se mettre... de faire un regroupement, c'est un peu dans l'air des temps. Et quelles sont les motivations? Suleiman vient de le rappeler, il y a cette envie d'avoir, de corriger le système partisan et d'avoir des partis beaucoup plus représentatifs. Donc la mouvance présidentielle s'inscrit déjà dans cette dynamique. La mouvance présidentielle. Maintenant, il y a aussi le fait que l'approche des élections, que ce soit aujourd'hui ou bien avant, il y a toujours le gouvernement qui est au pouvoir dans le contexte béninois a toujours besoin. D'abord, c'est un gouvernement qui est soutenu par presque tout le monde. Il y a ceux qui ne soutiennent pas souvent la mouvance, c'est des gens qui sont obligés d'être des opposants et qui sont obligés de s'affirmer ainsi et qui le font. Donc nous allons vers des élections. Et c'est normal que les gens peaufinent leur stratégie. Et puisque déjà on parle de réforme du système partisan et qu'on a senti que, vu les séminaires qui ont été déroulés et tout ça, on a senti que véritablement la mouvance, pour le moment, la mouvance semble être enclin à cette réforme du système partisan. Oui, allez-y, monsieur. La mouvance semble être enclin à cette réforme du système partisan. Eh bien, on comprend aisément que dans cette dynamique-là, à l'approche des élections, que des groupes se constituent. Donc, c'est une stratégie de pouvoir quadriller. Monsieur Suleiman a utilisé le mot, c'est un maillage pour pouvoir être proche des électeurs et pouvoir avoir gagné les élections. Mais le tout ne suffit pas d'avoir un regroupement. Le tout ne suffit pas d'avoir un regroupement du genre. Et je crois qu'il y aura beaucoup d'autres dispositions à mettre en place en dehors des blocs
pour véritablement être en mesure d'avoir le résultat escompté. Donc, je crois qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Je dirais les dispositions aussi nécessaires qu'il faut ajouter au bloc. Les blocs dont les conditions aussi ne sont pas aisées, hein, parce que Souleymane est en train de retrouver des failles dedans. C'est normal, c'est normal. On a vu dans ce pays UBF ce que ça a été. Ce n'était pas facile du tout. Ce n'était pas facile. Mais maintenant, ce n'est pas UBF, c'est compte tenu surtout de la réjouissance, de la résurgence en force de FZBE, et dont on craint la force de puissance, la force de frappe de FCBE, ce qui fait que aller directement par rapport aux élections, aux échéances électorales, à un bloc tel que le souhait Souleymane, ce ne serait pas bon. Mieux vaut, selon les départements, avoir des blocs et être beaucoup plus proche des populations et avec des ténors qui sont assez représentatifs dans ces départements-là pour pouvoir contrer la force des FCBE. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais il y a cette probabilité. Nous sommes en politique. En politique, on tient compte de tous les éléments. Donc, c'est surtout ça qui fait qu'on a eu les blocs dont vous voyez là. De toutes les manières, après les élections, ces blocs-là vont se muer encore. Et finalement, nous allons voir l'image que les gens voudront faire de leur réforme du système partisan là. Peut-être que la forme réelle va apparaître après les élections. Mais pour le moment, il y a des réalités qui font qu'on ne peut pas aller tout de suite à un bloc unitaire tel que... Tant mieux, Zéphirin Aouga, Souleymane Koto-Yerima. Oui. Pourquoi constituer ces 3 blocs autour de ces têtes? D'accord. Vous savez, nous sommes en politique et il y a ce qu'on appelle le charisme des acteurs qu'on utilise pour pouvoir conduire et fédérer les énergies des militants et sympathisants autour de l'idéal qu'on est en train de poursuivre. Lorsque nous regardons la constitution des différents blocs actuellement, le président de la République et ses alliés a certainement fait l'option de prendre en compte les réalités socio-culturelles de notre pays afin de pouvoir conduire la dynamique dans laquelle il est, de contrôler le Parlement, le prochain Parlement à travers les élections qui s'annoncent en 2019. Lorsque vous regardez le premier bloc, celui qui le conduit, c'est qui? C'est l'un des plus anciens acteurs politiques que nous avons eu depuis le renouveau démocratique, qui a été constamment présent, quel que soit le régime qui était en place, d'une manière ou d'une autre, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au gouvernement. Donc, fin connaisseur de la situation politique du pays qui peut conduire les gens, les accompagner surtout à mettre en place une cohésion d'équipe qui va leur permettre à terme, parce que ce n'est pas la constitution des blocs qui importe, c'est maintenant les listes électorales qui importent à ce niveau. C'est comment est-ce qu'il va arriver à concilier les uns et les autres pour la constitution des listes au sein de ce bloc-là qui va être... C'est ce qui justifie l'interrogation. Donc, autour de... C'est vrai, vous avez évoqué le charisme, l'expérience et autres. Oui. Tout cela fait l'unanimité. Oui. Mais ces têtes, ces ténors font-ils l'unanimité au sein de la mouvance? Vous ne verrez pas quelqu'un qui fera l'unanimité au sein d'un bloc politique. Ce n'est pas évident parce qu'il y a toujours à l'intérieur, même dans nos maisons, dans nos associations, il y a toujours des réfractaires, il y a toujours des tendances qu'il faut maîtriser, qu'il faut travailler à corriger. Mais lorsqu'on prend l'ensemble de ces 3 ténors qu'on a choisis, on se rend compte quand même qu'au niveau national, le président a pris les dispositions pour quadriller un peu le territoire. C'est ça d'abord l'élément important. Il a pris 3 têtes de pont, un au nord, un à l'ouest, un à l'est, disons au sud-ouest et au sud-est. Ça met déjà les gens dans une pôle position qui permet de se rassurer qu'il y aura un équilibre qui va s'établir au sein des différents blocs de manière à ce que à l'Assemblée nous puissions avoir les discussions qu'il faudra. Mais, dans tous les cas, rassurez-vous, on ne peut pas constituer de bloc où il y aura
tout le monde qui sera d'accord avec ceux qui conduisent la dynamique. On aurait pu dire, pourquoi on n'a pas confié les blocs aux jeunes politiques de ces partis? Parce qu'on veut peut-être renouveler la classe politique. Vous avez parlé du bloc 4 tout à l'heure. Oui. Vous êtes très bien introduit dans les informations. On va certainement en parler on va y revenir. pour voir. On va y revenir. Pourquoi on n'a pas pris des gens qui ne sont pas en mesure de regrouper, de fédérer, autour desquels les gens peuvent avoir un minimum de considération et mener des débats très peu passionnés, de sorte à ce que les résultats, c'est l'objectif qui importe ici. L'objectif, c'est le Parlement, le contrôle du Parlement. Tout le reste n'est pas important. Le président sait qu'en prenant le PRD, il se garantit une certaine région. Et quand vous regardez ceux qui vont constituer le bloc du PRD, ne soyez pas surpris qu'il y ait à dominance des partis de l'Ouémé Plateau et des partis de l'Atlantique littoral, voire dans une moindre mesure dans le zoo. Oui. Lorsque vous prenez le second bloc, j'ai dit déjà dans ma première prise de parole que c'est plus concentré sur les partis qui ont des fiefs au nord. Donc, les gens se reconnaîtront à travers ces partis-là. Le premier bloc, l'Union fait la nation. On sait que l'Union fait la nation, au départ, c'est un bloc quand même qui a couvert de la côte jusqu'au zoo. Ce n'est pas petit. Et donc, autour de ces partis, on rajoute un certain nombre de partis qui étaient partis de l'Union fait la nation, d'autres qui sont d'autres régions. Et donc, à ce niveau également, on peut dire qu'on peut arriver à trouver un minimum de consensus pour constituer les listes, pour couvrir le territoire national, quitte à ce que maintenant, les blocs s'affrontent sur le terrain pour pouvoir se faire élire lors des échéances de 2019. Zéphirin Aouga, nul ne peut remettre en cause le charisme, l'expérience, la trempe, le bagou de ces ténors qui conduisent les différents blocs. Mais la mouvance ne gagnerait pas à modifier quelque peu, à trouver autre ténor, à trouver d'autres têtes de pont? Non, nous sommes en politique. Hein. Et quand vous faites des erreurs, ça vous rattrape. En politique, ce n'est pas une question de jeunesse ou d'anciens. On n'a pas de retraite en politique. Hein. Est-ce qu'on ne joue pas avec la même équipe? Oui, mais on joue toujours avec l'équipe qui gagne. Au Bénin, quelles sont les équipes qui gagnent? C'est toujours les mêmes qui gagnent. Même si elles n'ont pas toujours gagné. Ah non, elles ont gagné par rapport. Même si elles sont vieillissantes. Même si elles sont vieillissantes, c'est tout ça. C'est les jeunes qui veulent. Qu'à côté, il y a des talents. Les jeunes qui veulent prendre. Qu'à côté, il y a la relève. En politique, on se bat. On se bat. Vous n'êtes pas là et on vous pousse. Les jeunes qui veulent s'exercer, c'est à eux de se faire connaître. Puisque finalement, c'est. Ils sont connus, ces jeunes. Mais ils sont connus par qui? Parce que nous parlons d'une élection. Nous parlons d'une élection. Donc ce n'est pas, pas vous et moi seulement. Maintenant, il faut une organisation. Il faudrait que... sinon, si on, vous voyez, le chef de l'État n'a pas de parti politique. Et le contexte béninois a été toujours comme ça. Et j'ai dit tantôt, lorsqu'un gouvernement est là, le gouvernement a toujours des sympathisants. Donc ceux-là, on les qualifie de mouvanciers. Les autres qui n'ont pas trouvé leur place, on les qualifie d'opposants. Alors, nous avons une élection en 2019 et la fin du mandat même du chef de l'État est en 2021. Alors, vous comprenez que ceux qui aujourd'hui se disent proches, qui sont mouvanciers, ils ont bien intérêt de montrer leur fidélité. Même si le fait qu'ils soient dans la mouvance, même si cette sincérité-là n'est pas réelle et que c'est une sincérité de circonstance, mais ils sont bien obligés aujourd'hui de faire tout, de se battre parce que 2019, ce n'est pas encore la fin du mandat du chef de l'État. Donc, ils ont une obligation de mouiller le maillot, d'abord pour leur propre intérêt, parce qu'il faut qu'ils se retrouvent encore à l'Assemblée, parce qu'en politique, si vous n'avez pas une certaine posture, vous n'êtes pas considéré. Si vous n'arrivez pas à avoir une certaine position sociale, un statut politique, vous n'êtes pas considéré. Un député un député ou bien quelqu'un qui fut député est différent d'un citoyen ordinaire. Dans nos considérations de tous les jours, dans comment est-ce que nous percevons, nous prenons au sérieux les gens. Lorsque vous parlez à un député,
vous lui donnez plus de considération que lorsque vous parlez à un citoyen ordinaire. Donc, c'est un jeu politique de tous ceux qui sont aujourd'hui mouvanciers et qui se sont déclarés comme tels, même si ce n'est pas intérêt qu'ils le font, ils ont l'obligation d'assurer et d'assumer cela, parce que 2019, ils ont encore besoin de se retrouver soit au Parlement, et le chef de l'État qui est là aussi a besoin d'eux. Donc, étant donné que le chef de l'État, lui, il a la chance encore de faire 2 ans après les élections, et cela fait que ceux qui les soutiennent aujourd'hui, même s'ils ne sont pas sincères, ils ne peuvent pas se dédier, ils sont obligés de mouiller le maillot, premièrement pour leur propre intérêt, deuxièmement parce qu'ils craignent que s'ils ne le font pas bien, ils peuvent être bottés en touche par le chef de l'État qui a encore 2 ans à faire. Donc, ce bloc que vous voyez là, c'est un bloc d'intérêt qui est intelligible. C'est-à-dire que si moi-même j'étais à leur place, je n'ai pas le choix, vu le contexte béninois, je n'ai pas le choix, on n'a pas le choix, personne n'aurait le choix de faire autrement. Maintenant, ceux qui ne sont pas de la mouvance... Zéphirin Aouga l'a bien dit, je prends la balle au bon. C'est un bloc d'intérêt. Alors, et ces blocs d'intérêt qu'évoque Zéphirin Aouga ne cachent pas une sorte de perspective d'affrontement fratricide. Mais on n'y est pas loin. Tout à l'heure, je disais en fin de mon intervention que les 3 blocs vont s'affronter sur le terrain. Déjà à l'intérieur des blocs, les intérêts vont diverger lors du positionnement de X ou Y dans les 24 circonscriptions électorales. Et là, les premiers clashs vont commencer. Et c'est certainement pour éviter les dissensions et autres qu'on a créé les 3 blocs. Parce que, qu'ils vous souviennent, avec les UBF, ça s'est passé. Parce que je n'ai pas eu de positionnement. On a créé des blocs parallèles, toujours de la mouvance, mais sans le soutien du chef de l'État. Avec les FCBE, ça s'est produit. Parce qu'on n'a pas eu de positionnement, on s'est positionné sur d'autres listes. C'est peut-être pour éviter cette situation-là. Pour réduire. Et réduire les conflits fratricides à l'interne, à l'intérieur de la mouvance. Y a-t-il possibilité de trouver une autre stratégie pour éviter ce choc entre alliés? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tant que tel que M. Aouga l'a dit, ceux qui sont encore là vont vouloir encore revenir. Il n'y a pas de possibilité parce que c'est quand même des intérêts que les gens protègent. C'est quand même beaucoup de couverture. C'est quand même beaucoup d'avantages. Le choc fratricide est inévitable. Est inévitable dans tous les cas. Et même lors de la campagne électorale, soyez attentifs, vous allez remarquer comment est-ce qu'à l'intérieur de la majorité présidentielle, les gens vont s'affronter sur le terrain. Parce qu'il y aura des circonscriptions où les 3 blocs auront des candidats valables. Il y aura des circonscriptions, il y aura des blocs, il y aura un seul bloc, il y aura des candidats valables, mais il y aura des circonscriptions qui vont vraiment avoir des difficultés à se départir de toute autre considération et ils vont faire le combat politique comme il se doit pour pouvoir vraiment se positionner et être sûr qu'au cours des élections, ils vont passer. Et le drame que moi je prévois, c'est qu'on fasse ce bloc pour ramener les mêmes acteurs à l'Assemblée nationale. Et ça, ce serait grave. Ce serait l'erreur si on ne renouvelle pas la classe politique qui nous gouverne depuis... Est-ce qu'il faudra aussi renouveler pour renouveler? Il faut renouveler. Nécessairement. Il faut renouveler même s'il faut renouveler pour que la relève échoue. La relève va échouer. C'est de l'échec qu'on apprend. Parce que le drame, ce qu'on n'est pas en train de percevoir, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, la plupart vont peut-être mourir, vont être croulants, ne peuvent plus être physiquement disponibles. Et c'est en ce moment qu'on va demander à la relève de prendre. Elle n'a eu personne pour l'accompagner, pour faire l'expérience. Ses premiers pas, elle vient tout nouvellement comme ça, sans aucun soutien. Et le drame sera plus grave qu'aujourd'hui où on a la possibilité de dire, prenons quand même, faisons en sorte que à 50, à 60%, on puisse renouveler la classe politique. Faisons le point. Si ceux qui sont là, s'ils ne sont pas là depuis 90, ils sont là depuis au moins 2000. Alors, celui qui est né en 90, il a 28 ans. Il a peut-être fait déjà plusieurs élections et n'a vu que les mêmes acteurs. Alors qu'aujourd'hui, il a la possibilité d'aller à la place de ses parents qui le gouvernent. Il faut lui donner la chance de faire son expérience. Et si ces blocs-là vont aux élections avec les mêmes acteurs, eux-mêmes portent les germes de leur échec. Ils doivent le savoir, ils doivent comprendre que progressivement, ils doivent prendre du recul pour accompagner ceux qui les ont accompagnés pendant 28 ans à se faire réélire chaque fois.
Si ces gens travaillent sur le terrain à battre campagne, à faire en sorte que les populations se mobilisent autour de leur idéal, c'est qu'ils sont capables quelque part de faire également le même job qu'ils sont en train de faire au Parlement. Et ils ont intellectuellement les capacités de pouvoir faire face à tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la nation. Zéphirin Ouga, j'évoquais à l'entame les oubliés de la mouvance, le cas des jeunes sur lesquels on va devoir revenir en toute fin d'émission, rassurez-vous. Maintenant, quelle place pour les poids lourds, les ténors de la mouvance qui ne trouveraient pas de place sur les différentes listes des 3 blocs? C'est là où nous sommes en train de débattre ici seulement. Mais le gros du travail, les difficultés, c'est au niveau du chef de l'État. Bon, visiblement, on a l'impression qu'il ne se mêle pas trop, mais de toutes les manières, tout reviendra vers lui, et parce que c'est lui que les gens soutiennent. Et dès lors que nous allons sortir du contexte où, est-ce qu'on peut jamais sortir, puisque quand vous gagnez les élections, vous devez gérer avec une équipe. Donc, nous serons toujours dans ce contexte-là. Maintenant, le problème, c'est que dans la perspective de la révision du système partisan, les gens ont beaucoup plus parlé de la réforme du système partisan. Les gens ont beaucoup plus parlé d'idéologie, tout ça là. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas encore là. Mais les blocs qui se forment, comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas des blocs idéologiques. C'est des gens, des anciens, qui veulent toujours retourner à l'Assemblée et qui ont besoin de l'appui du chef de l'État parce que c'est lui qui est président de la République. Maintenant, les jeunes dont vous parlez, les jeunes ce qui leur est réservé, c'est de se battre. Personne ne viendra leur tendre la perche pour dire, venez, comme Suleiman essayait de dire, bon... Ils ne s'y attendent pas non plus. Ils ne s'y attendent pas. Donc, il y a des jeunes... Ils travaillent déjà. Ils sont assez huppés. Ils sont assez huppés, ils sont assez armés pour... Dans les partis pour la danse. J'en connais, non, on ne va pas les positionner. Je crois qu'ils n'ont qu'à se regrouper en parti politique ou en mouvement pour avoir la possibilité d'aller aux élections. Mais ici, je parle des leaders, cette fois-ci. Je parle de certains grands noms. Les grands noms. Les grands noms, on en a pourraient déjà, se retrouver oubliés, laissés pour compte. On en a déjà, il est vrai qu'ils sont nombreux, mais on en a déjà quelques-uns. Et c'est pour éviter les frictions à l'interne que la stratégie des blocs a été... On a mis en place la stratégie des blocs. Maintenant, si nous prenons le bloc que va coiffer le PRD, quels sont les grands noms là-bas? Combien de lecteurs, combien d'élus ont, si on prend l'aire géographique que va couvrir ce bloc-là, combien d'élus devraient sortir de là? C'est par rapport à tout ça là que les gens vont faire les positionnements sur les listes et tout. Donc, et il y aura encore et vous savez qu'on n'arrive jamais à satisfaire tout le monde. Non, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et comme Suleiman l'a dit tantôt, les querelles vont naître absolument. Les frictions vont se développer. Les gens ne vont pas s'entendre. Il y aura des mécontents. Bon, les gens vont même quitter les blocs et se débrouiller ailleurs s'ils ont la possibilité de se présenter autrement ou bien de s'affilier à d'autres groupes, ils le feront. Maintenant, c'est pour éviter cette confrontation-là que les gens ont mis les blocs pour réduire sensiblement les conflits internes, pour éviter les frustrations, puisque de toutes les manières, nous avons un certain nombre de députés qui doivent aller à l'Assemblée. Donc tout le monde ne peut pas aller à l'Assemblée. Aujourd'hui, ils sont nombreux à vouloir faire de la politique, ils sont nombreux au niveau de la mouvance. L'opposition n'a pas tellement de problèmes, mais c'est au niveau de la mouvance qu'il va falloir gérer tout le monde. Et on a toujours vu, même autant, quand vous prenez l'histoire, autant de UBF, tout ça, ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile. Donc, ce qui est sûr, ça ne sera pas facile, mais nous irons quand même aux élections. Et ceux qui auront la chance, ce sera un combat interne, ceux qui vont gagner ce combat-là. Mais les jeunes, je ne pense pas que quelqu'un viendrait leur tendre la perche. Ils n'ont qu'à se battre. Et s'il faut créer des partis politiques, se mettre ensemble. Parce qu'il faut apprendre aussi aux jeunes à être ensemble. Est-ce que les jeunes qui sont là, dont nous connaissons les qualités, les valeurs, tout ça là,
est-ce qu'au niveau de l'ensemble de la jeunesse, est-ce que ces jeunes-là font l'unanimité? Et comment est-ce que ces jeunes-là s'organisent pour drainer les autres jeunes, pour que les autres jeunes puissent les soutenir? On va revenir au cas. On va revenir au cas des jeunes. Quand vous parlez de créer un parti, les jeunes n'ont pas le même, ils ne défendent pas le même idéal, ils ne sont pas du même bord politique et ils se battent déjà contrairement à ce que vous dites. Au sein des partis politiques, vous pensez que c'est les ténors qui les animent? Non, c'est d'abord une masse de jeunes à 60, 70, 80% qui animent les partis politiques, qui font la dynamique de chacun des partis politiques que nous avons. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de positionner ces jeunes qu'on utilise pour faire les campagnes électorales, pour faire tout le travail électoral que nous faisons au sein de ces partis politiques? C'est là où le problème se pose. Quand vous parlez des ténors qui ne vont pas être positionnés, ça ne devrait pas être un problème pour eux. Parce que dans le même temps, ils auraient des sympathisants, ils auraient des militants qui sont positionnés, qui vont aux élections. Et ils doivent comprendre qu'à un moment donné de la vie politique, il faut prendre du recul pour laisser les autres également éclore. Tu ne peux pas être le seul leader éternel jusqu'à ta mort. Ce n'est pas une royauté, ce n'est pas une monarchie. Puisse-t-il vous entendre, Souleymane Koto-Yerima? Poursuivons une petite parenthèse d'abord avant de poursuivre. Que dire du cas? Que devient PIC Pascal Irénée Koupaki dans cet ensemble, dans tous les éléments constitutifs que nous considérons depuis... Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas opiner sur PIC, puisque dans tous les blocs, nous ne voyons pas nouvelle conscience. Aucun bloc ne lui a été confié. Bon, aucun bloc ne lui a confié, c'est normal. C'est quoi son fief politique? Au fait, ici, c'est des jeux. Les gens travaillent sur ce que tu apportes. Aujourd'hui, quand on doit faire le maillage du territoire national, ou dans l'Atlantique, ou dans l'Atlantique, c'est pour Marseille qu'il... Ouida et autres. Écoutez, à Ouida, il y a des gens qui ont fait de meilleurs scores que lui. Ne nous trompons pas. Donc pour le moment, il n'a qu'à se trouver un bloc où il va s'inscrire s'il veut toujours continuer. C'est s'il nourrit l'ambition. Ou tout au moins s'il nourrit l'ambition pour ses sympathisants. Parce que ce n'est pas l'individu qui compte. C'est vrai. C'est la structure qu'il représente. Il y a cet ensemble nouvelle conscience qui regorge quand même d'un certain nombre de gens qui ont envie également de participer à l'animation. L'ensemble nouvelle conscience existe encore? Je suppose que ça existe encore. Parce que tout ce qu'on nous a cité ici, là, ça fait des années, on n'entend pas parler d'un certain nombre de partis. Si Zéphirin Ouga l'a enterré ou là... Vous ne faut pas l'enterrer. J'ai entendu nouvelle conscience plus dans l'actualité que certains partis que je retrouve ici. Donc, de grâce, je suppose que ça existe encore, que Irénée Koupaki va... Et on quitte le cas à Koupaki. Qui va décider des candidats? Qui va décider des listes au sein de chaque bloc? Est-ce les leaders? Non. D'abord, les gens vont tenir compte Est-ce chaque leader, j'allais dire, ou... Comme j'essayais de dire tantôt, les groupes sont répartis par rapport aux aires géographiques aussi. Voilà. Et il s'agit de l'élection législative. Il y a un certain nombre de... Mais à qui reviendra le dernier mot? C'est des conciliations. Aux trois têtes de pont ou au président de la République? Il y aura d'abord un premier travail qui va se faire au niveau de chaque bloc. Les gens de toute façon, ils vont chercher à établir un minimum de consensus entre eux. D'abord, ils vont tenir compte du nombre d'élus qui sera retenu. Le nombre d'élus de l'aire géographique qui couvre là, ils vont partir de là. Si c'est 40 ici et que dans le bloc, nous avons 5, 6, 7, 8 partis, bon, les gens seront obligés de faire des concessions. Maintenant, est-ce qu'on va traiter les partis qui dira que tel ne sera pas titulaire? Qui dira que tel sera suppléant? Qui aura le dernier mot? Est-ce que les partis seront traités d'égal à égal? Est-ce qu'il y aura une discussion d'égal à égal? Parce qu'il y a le poids, il y a aussi le poids de chaque parti. Au fait, le travail qu'ils ont à faire ici pour s'en sortir, c'est quoi? Ce n'est pas quelque chose de compliqué, moi, je pense. Chaque parti représenté dans chaque bloc a un minimum de fief quelque part, où il est sûr de gagner les élections. Même si tout à l'heure vous semblez ne pas en reconnaître pour PIC. Écoutez, on a fait des élections ici, on connaît les résultats que chacun a eu. Je suis objectif dans tout ce que je dis. Alors, chacun des partis sait là où il a de possibilités de pouvoir gagner les élections. C'est de pouvoir se faire des concessions pour dire là où c'est le fief de quelqu'un là. Tout au moins la tête de liste de notre bloc, on le lui confie, quitte à ce que nous autres, qui avons des militants et sympathisants dans ces partis, nous puissions positionner 1, 2, 3 personnes pour avoir le nombre d'élus et de suppléants qu'il faut
pour ce bloc au niveau de cette circonscription électorale. S'ils font ce travail-là, ils vont éviter déjà un certain nombre de problèmes de positionnement des uns et des autres. Et ça va permettre de réduire les tensions. Et lorsqu'ils auraient fait ça, ils vont s'entendre par circonscription sur les 24, parce que chaque bloc doit présenter dans les 24 circonscriptions de qui va aux élections et de quel positionnement. Ça, c'est le premier travail qu'ils auront à faire. Et lorsque chaque bloc aurait fait ça, ils doivent se retrouver pour un arbitrage. Et là, le chef de l'État peut faire des réajustements. Parce que, ayant des informations sur X ou Y candidats, et pensant que tel peut mieux faire que tel, on peut demander de donner la priorité à telle personne. Parce que, au niveau des blocs, comme je l'ai dit, par circonscription, il peut arriver qu'il y ait des partis et des blocs qui s'affrontent parce que chaque bloc a des candidats valables. Tout à fait. Donc, les discussions peuvent aller dans le sens que ce ne soit pas pour perdre les élections ou pour ne pas avoir la majorité des sièges, il faut positionner tel en tête de liste que tel autre en tête de liste. Il faut faire en sorte que tel bloc puisse avoir 2, que tel bloc puisse avoir 1, que peut-être l'opposition puisse avoir. Donc, cette dernière discussion-là, les 3 blocs doivent être regroupés ensemble autour du chef de l'État pour la mener, de sorte à ce qu'à terme, il puisse avoir 3 listes qui vont aux élections autour desquelles ils se sont entendus et autour desquelles tout le monde se mobilise. Il peut arriver, dans une circonscription électorale, que les 2 autres blocs battent campagne pour un bloc. Tout à fait. Parce que le candidat qui est là-bas, on l'a juste mis là pour orner la liste. On demande aux autres, celui qu'on veut, le bloc qu'on veut promouvoir dans telle localité, c'est tel, travailler à ce que ce bloc-là puisse passer. Et ils vont faire le travail qui est le leur. Et au jour des élections, on verra les résultats que ça va donner. Mais s'ils veulent procéder autrement, que ce soit ça va être du sommet, que ça va se décider, ça va être porteur de la dislocation de tous les 3 blocs. Parce que outre le sommet, y a-t-il pas aussi un risque que chaque tête de pont, chaque leader veuille imposer la majorité venant de son parti politique ou de ça? Non, ils ne vont pas imposer la majorité. Mais il y a le problème des fiefs qui est important. Il y a la considération du nombre d'élus qu'on recherche dans l'aire géographique que couvre le bloc. Maintenant, il y a que ce qui les lie aussi, c'est le soutien, le soutien du chef de l'État. Et comme le chef de l'État a encore 2 ans à faire après les élections, alors, et ils savent ce qu'ils retirent, ce qu'ils profitent de ce que ce soutien leur rapporte, ils le savent, ils sont obligés de s'accrocher à cela. Ils sont obligés de s'accrocher à cela. Zéphirin insiste sur les 2 blocs là, et les 2 ans du chef de l'État. Il faut faire attention, hein. Nous sommes en pleine réforme du système partisan actuellement. Et la réforme, si ça aboutit tel que c'est conduit actuellement, ça va apporter un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en considération pour les élections à venir. Premier élément, c'est qu'on veut porter le mandat des élus parlementaires à 5 ans. Et deuxième mandat, ceux qui seront élus ne feront même pas 5 ans, mais 7 ans dans une perspective d'élection générale. Et il faut tenir compte de ces éléments-là pour pouvoir analyser tout ce qui va se passer. Et un dernier élément peut-être qui va nourrir les discussions au sein des blocs, c'est le nombre de députés désormais qu'on va élire. Jusqu'à présent, on ne sait pas. Ce n'est plus les 83, ça c'est clair déjà. L'atelier national sur la réforme du code électoral en a fait cas, et au cours de cet atelier-là, les gens ont été formels. Au cours de cet atelier, ils ont dit qu'ils veulent faire en sorte que le nombre de députés soit revu en croissance, en tenant compte du poids de la population actuellement. Et dans le même temps, on veut faire une discrimination positive à l'endroit des femmes pour que les femmes soient représentées. Ce qui fera que, au bas mot, nous aurons peut-être 120 députés au Parlement, peut-être pour la prochaine législature, si la réforme aboutit avant fin août ou début septembre, tout au moins 6 mois avant les élections, si la réforme aboutit, nous pourrons avoir cette dynamique-là. Donc, il faut tenir compte de certains aspects également dans nos analyses pour pouvoir apprécier toute la bataille qui va se mener
autour de ces échéances de 2019. Pour finir, Zéphira Ouga, revenons maintenant au cas des jeunes qui, vous le savez, ont plus soutenu, je dirais, ont soutenu sensiblement le candidat Patrice Talon. Vous vous rappelez, le candidat Patrice Talon, que les vieux briscards qui en ce moment étaient dans les coulisses et dans les calculs politiques, je dirais, très subtils, maintenant, les voici oubliés des différents blocs. Et je l'ai dit, ils se constituent, ils pensent se constituer en un 4e bloc autour de la coalition Bénin en route. Alors, non, ils ont raison. Moi, je crois que ce n'est que justice. Si vous n'êtes pas, si vous avez la possibilité en politique, si les gens ne vous tentent pas la pêche, vous allez à l'assaut vous-même. Et je crois que oui. Vous allez à l'assaut vous-même. Et je crois que c'est ce que les jeunes veulent faire. C'est ce que les jeunes veulent faire. Donc, s'il y a un 4e bloc qui peut regrouper ces jeunes-là, dont on reconnaît les mérites, dont on reconnaît les efforts fournis pour aider le chef de l'État à aller à la magistrature suprême à gagner les élections, il serait injuste de les laisser en rade. S'il y a un bloc qui peut leur permettre de continuer toujours par soutenir le chef de l'État et pouvoir aller aux élections aussi, pour pouvoir, dans l'intérêt du pays, puisque de toutes les manières, c'est le pays, même c'est notre système politique, nous avons besoin de renouveler la classe, les acteurs politiques au niveau du Parlement, donc c'est pour l'intérêt du pays aussi. Alors, un pays ne peut pas exister sans les jeunes, sans la jeunesse. Donc, si ces jeunes-là peuvent trouver un créneau par là et pour s'exprimer et nous représenter à l'Assemblée, ce ne serait pas une mauvaise chose. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Alors, oui, Souleymane. Ce ne serait pas une mauvaise chose que les jeunes puissent se battre enfin d'eux-mêmes pour aller aux élections et se faire représenter au Parlement, mais dans la dynamique actuelle, c'est porteur de risques pour eux. Vous voyez, on a créé 3 grands blocs. La difficulté que ces jeunes ont, en fait, c'est la crainte de se faire éjecter lors du positionnement. C'est pour cela qu'ils ont du mal à pouvoir se décider à s'inscrire dans tel ou tel autre bloc. Parce qu'il ne sert à rien de rejoindre un bloc et finalement de ne pas avoir tout au moins un certain nombre de candidats ou de suppléants aux candidats pour pouvoir participer aux élections. Et c'est donc peut-être ça qui nourrit la crainte de ces jeunes qui veulent aller aux élections. Mais aller aux élections avec un bloc constitué que de jeunes est porteur en lui-même d'échecs. Il faut être sincère. Pourquoi? Parce que les élections chez nous, ce n'est pas l'idéologie que vous défendez, ce n'est pas tout le reste. C'est l'argent que vous amenez, c'est les capacités financières que vous déployez sur le terrain qui fait de vous un élu. Et aujourd'hui, je crains que ces jeunes, non seulement dans le financement, dans la répartition du financement que le chef de l'État va peut-être mettre à la disposition des blocs, soient mis en minorité financière. Et je ne suis pas convaincu qu'ils aient de ressources propres pour pouvoir battre leur campagne au sein des différentes circonscriptions pour faire face non seulement à ces 3 blocs-là, mais aussi à l'opposition qui est une autre machine électorale à craindre. Donc, il faut que ces jeunes puissent discuter avec les aînés pour voir les concessions qu'on peut les faire. Je sais qu'aujourd'hui, les discussions sont tendues et que le bloc risque de ne pas avoir jour. Des informations que j'ai, c'est difficile pour eux de pouvoir s'avancer. Parce que c'est aussi une question de couverture du territoire national. Comment est-ce qu'ils font pour couvrir le territoire national actuellement? Est-ce que les jeunes des autres partis sont en mesure de quitter leur parti, de dire qu'ils renoncent à leur parti pour aller s'inscrire dans le 4e bloc parce qu'ils sont des jeunes et qu'ils veulent être positionnés? Il y a tout ce considération. Et cela risque de générer encore un autre capital de frustration. Merci beaucoup. Je tire des éléments qu'il a ressortis pour montrer que nous plaignons des vieux qui sont toujours là. Mais il y a tous ces éléments qui font que les vieux sont là. C'est-à-dire qu'il y a le moyen financier aussi. Ça, c'est indispensable en matière électorale au Bénin. Donc, un jeune, nous sommes dans un pays sous-développé. Un jeune chômeur. Voilà. C'est ça. Donc, si on ne réorganise pas pour que les jeunes doivent militer dans les partis et que le système partisan doit être réorganisé pour qu'il y ait un financement public, et c'est ça qui va protéger un peu la jeunesse. Si les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui,
et que c'est chacun qui doit sortir la main de sa poche, c'est ce que vous pesez financièrement qui fait de vous un homme politique, eh bien, les jeunes n'auront pas la chance. Et que vous ne pensez pas que les aînés vont leur tendre la perche ou seront... tant que les aînés auront toujours l'envie, la volonté et se trouveront toujours la capacité d'être là, bon, ils ne vont pas tendre la perche à la jeunesse et surtout que ça demande de l'argent. Ce serait leur échec. Ce serait leur échec. Alors, on finit avec cette toute dernière question. Oui. Souleymane Koto Yerima. L'opposition est aussi plus ou moins inspirée par cette dynamique de constitution de blocs. Alors, dans ce cas, si l'opposition arrivait à se constituer en de grands blocs ou en un grand bloc, quelle chance pour les trois principaux blocs de la mouvance? Non, l'opposition est déjà dans la dynamique de bloc depuis. Vous voyez, quand les FCBE se sont mis en parti politique, c'est déjà un grand pas. Et ça, c'est des choses que nous devons commencer par encourager dans le pays si nous voulons vraiment aller aux réformes du système partisan que nous souhaitons. C'est d'avoir de tels partis d'envergure nationale qui permet de dire systématiquement lorsqu'on va aux élections, on met une seule machine en branle au niveau national qui produit des résultats dans pratiquement toutes les circonscriptions. Ça, c'est un premier pas. Mais lorsqu'on quitte le cap des FCBE, on a vu ce qui s'est passé juste après le congrès des FCBE. Il y a une tendance à constituer un plus grand bloc autour des acteurs de l'opposition, ce qu'ils ont appelé, je ne sais plus, le truc de défense de la démocratie, là, je n'ai pas la dénomination exacte, CDD, Coalition pour la défense de la démocratie. Et cette coalition peut également faire des difficultés, des misères aux trois blocs de la mouvance dans certaines circonscriptions électorales. Ça, il ne faut pas le perdre en vue parce qu'il y a des circonscriptions électorales quand même où il y aura matière à faire de discussions politiques âpres et les sièges vont être partagés, mais pas jusqu'au point où de faire perdre tout au moins la majorité relative au président de la République, je pense. Mais il y aura quand même de la bataille sur le terrain. C'est Firin Ouga, oui, votre mot de fin. Nous avons parlé des blocs, mais les blocs ne sont qu'un dispositif en matière électorale. C'est une stratégie, tout ça. Mais il reste maintenant d'autres dispositifs. Il y a le dispositif communicationnel. Maintenant, la mouvance qui est là, qui tout le temps avait opté pour la normocommunication, je crois qu'ils ont compris maintenant à l'approche des choses qu'il va falloir changer ça et savoir comment être plus proche des populations et que les actions du gouvernement puissent véritablement être vulgarisées et que même au sein de l'exécutif, que les gens travaillent effectivement à ce que visiblement les populations sentent que en dehors de tout ce qui se dit, parce que chacun est dans son rôle, qu'il y a quelque chose qui se fait. J'ai espoir que par rapport aux informations que j'ai eues du Nord, tout ça là, au niveau même des paysans et tout, même dans le Koufo et certaines régions, au niveau des paysans, les gens sont un peu satisfaits de ce que, au niveau de l'agriculture, les choses commencent c'est mieux par rapport à avant, mais il y a beaucoup d'autres aspects que le dispositif communicationnel doit pouvoir permettre aux populations de savoir véritablement où nous sommes, afin que le jour des élections, les gens puissent véritablement se situer et faire le choix conséquent. Sinon, ce sera très rude. Merci. Les blocs ne suffisent pas. Souleymane Koto Yerima. Oui. Ça va être très rude, comme le dit Zéphirin, mais je pense que au-delà de la communication gouvernementale, les choses vont se jouer aussi sur la tête des clients que les gens vont positionner et ils doivent faire attention à ça pour pouvoir s'en sortir lors des échéances. Parce que il y a sur le terrain des gens qui ne sont plus soutenus par leur population. Si vous les positionnez, rassurez-vous que vous n'aurez pas l'électorat avec vous et que à cause d'un seul individu, vous allez perdre les élections au niveau de ces circonscriptions. C'est valable pour la mouvance comme pour l'opposition. Et ils doivent travailler à faire en sorte que le débat de toutes les façons soit passionné, mais que ce soit dans la courtoisie nécessaire et le respect mutuel, de manière à ce que nous puissions donner une leçon d'éducation électorale à nos populations pour éviter les affrontements, parce que d'abord les élections, c'est les premières craintes que nous avons. Il faut faire en sorte que nous ayons l'apaisement nécessaire au cours de ces échéances qui s'annoncent difficiles d'une manière ou d'une autre. Mais avant ça, il faut veiller à ce que les réformes et du système partisan et du code électoral et même de la Constitution
puissent être des réformes consensuelles de manière à ce que l'ensemble de la population puisse se retrouver autour de ces réformes, parce que c'est la base autour de laquelle les prochaines échéances auront de chances de se passer de manière transparente, apaisée et crédible pour chacun des acteurs que nous sommes. Merci Souleymane Kotoyerima, merci Zéphirin Aouga. Nous avons parcouru les 3 blocs électoraux, je dirais les 3 principaux blocs et la perspective d'un 4e bloc, les 3 blocs à savoir la dynamique unitaire dirigée par Abdoulaye Biotchane, l'Union, le bloc de l'Union fait la nation, la ND et autres confiés bien évidemment au président Bruno Amoussou, et le 3e bloc, celui du PRD dirigé par le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ongbedji, sans oublier le 4e en constitution qui sera porté par les jeunes, et Souleymane Kotoyerima qui précise que ce bloc ne verra pas le jour. On attend de voir si on pourra empêcher la jeunesse de la mouvance présidentielle de se présenter aux législatives 2019. On me dira que oui, il y aura forcément, certains jeunes trouveront place dans ces différents blocs, mais pas tous, pas tous les jeunes. Maintenant, la majorité constitue, enfin, se propose de se constituer en un 4e bloc. Pourquoi ne pas les laisser tenter leur chance, qui sait? Sont cela des perspectives à explorer sur d'autres numéros de Faire Croiser. Merci à vous pour la disponibilité et bonne journée à vous.